Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Les belles lettres aujourd'hui vous présentent Monsieur Dounia Tokyangar, auteur d'un recueil de citations intitulé donc Fruits des méninges, paru aux éditions Toumaï en décembre 2018. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes peintre, acteur de théâtre et de film, mais aussi un passionné de lettres et de la philosophie. Vous êtes actuellement le responsable du studio d'art plastique Toumaï Création et président de l'association pour l'historiographie picturale des grandes figures afro. Voilà, vous avez réalisé donc 398 citations que vous avez recueillies et constituées donc en un recueil que vous avez intitulé Fruits des méninges. Voilà. Généralement, on définit la citation comme un passage cité d'un auteur, d'un personnage célèbre. Mais dans le présent ouvrage, même si certaines citations obéissent à cette logique, la plupart sont vos pensées à vous. Comment les avez-vous recueillies? Dans quelles circonstances? Bon, d'abord, dans mes années de classe de terminale où j'aimais beaucoup la philosophie, où j'étais en contact avec la philosophie, je me révoltais beaucoup contre la philosophie occidentale en disant que ce que nous faisons en terminale, c'est l'histoire de la philosophie occidentale et que nous, Africains, nous devons philosopher par nous-mêmes. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que si j'ai des pensées, il faut aussi que je les fixe quelque part. Et même si ce n'est pas les pensées des autres qu'il faut mettre entre griffes, mais ça va rester comme incitation destinée aussi pour la postérité. Donc, c'est des citations, mais aussi des fruits de mes réflexions en général. Et voilà, des fois, c'est au sortir d'un débat avec les amis. J'essaie un peu de résumer mes argumentaires dans les conférences de débat. Peut-être une bagarre dans la rue, ça m'inspire quelque chose. Et voilà, c'est des citations qui viennent de manière spontanée. Et le train-train quotidien et tout ce qui m'entoure. Et des fois des révoltes, des choses qui viennent du cœur aussi. Comme l'expérience de votre vie. Justement. Alors, sur la première de couverture, on voit la mention tome 1. Est-ce qu'il y a d'autres tomes qui existent encore de ce... Oui, justement, parce que d'abord, le préfacier en la personne du ministre Ouroumadi Moussa Doumgor, il a d'abord essayé de me poser des questions sur quelques citations qu'il faut encore éclaircir. Et comme je dis, je voudrais absolument sortir le livre en 2018, parce que de 87 à 2018, ça fait 31 ans. Il ne faut pas écrire un livre en 31 ans, c'est beaucoup. Donc, j'étais obligé de ramasser ces citations où il a fait des remarques dessus, j'ai mis de côté, aussi bien que celui qui a corrigé le livre à la maison d'édition. Donc, au lieu de m'efforcer encore pour simplifier ces citations, j'ai préféré mettre dans le placard sur certaines citations que je n'ai pas voulu encore publier maintenant. Et comme je l'ai dit, chaque jour, ou tous les 2 ou 3 semaines, d'autres nouvelles citations arrivent. Donc je suis sûr que peut-être dans 1 ou 2 mois, j'aurai encore une centaine de citations. C'est pourquoi j'ai dit que je fais tome 1 pour laisser la possibilité à d'autres citations d'être encore publiées. La structure de l'ouvrage attire rapidement l'attention du lecteur. L'ouvrage commence par un prologue constitué de pensées d'auteurs contemporains, de grandes personnalités. Oui. Et ensuite, vous faites 12 chapitres qui constituent donc le contenu même de l'ouvrage, qui sont vos propres pensées. Oui. Et ensuite, un poème intitulé « Si la paix est son contraire » oui, vient s'intercaler avant de déboucher donc sur un épilogue intitulé « Série sur le cerveau », qui est aussi contenu de pensées d'auteurs et de personnalités du monde contemporain. Quel sens accordez-vous à une telle structure? Bon, d'abord, au début, j'ai mis les 398 citations en vrac, mais c'est le préfacier qui m'a donné ce conseil-là. Il est vrai, il y a quand même un contenu et des significations aussi à tes citations et fruits de réflexion là. Mais quand vous les laissez en vrac comme ça, de 1 à 398, les lecteurs ne vont pas comprendre. Donc il faut faire un effort pour structurer par thème ou sous-thème. Alors ça a donné encore beaucoup de travail et c'est ce que je n'ai pas voulu faire au début.
Parce que je dis que si je donnais les thèmes, peut-être qu'il y a certains chapitres qui n'auront pas de citation. Et quand le préfacier m'a demandé donc de structurer, je me suis enfermé encore pour pouvoir donner donc cette structure dont le chapitre 1 commence par la paix et qui finit aussi par le poème sur la paix. Ça veut dire que mon livre veut vraiment lutter pour reconquérir la paix, comme je l'ai dit, et peut-être qu'on va découvrir avec le temps. Tout à fait. Mais en lisant votre ouvrage, on rencontre une sorte de cacophonie, hein, entre guillemets, ouais. Parce que là où où devait apparaître le nom, peut-être France, ouais. On lit plutôt le nom États-Unis. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce dysfonctionnement, de ce quiproquo entre vous, peut-être, et votre éditeur? Oui, justement, j'étais très surpris parce que j'ai traité beaucoup, en tant que francophone, j'ai traité beaucoup de questions sur les pays francophones, ou bien de l'Africain et la France, ou bien l'ex-colonisateur. Donc, je ne peux pas me tromper quand il s'agit d'écrire une citation sur le rapport entre la France et les pays francophones d'Afrique. Mais c'est quand le livre est sorti que je me suis rendu compte. Hein, partout, il y a le mot France. La France est amputée et puis c'est remplacé par Nations Unies ou bien États-Unis. Et là, j'ai écrit à l'éditeur que lui-même, il ne s'est pas rendu compte de comment donc ces erreurs sont entrées. Mais ce qui est intéressant, l'éditeur, il a accepté quand même que la prochaine production, on va se mettre d'accord pour corriger. Okay. Donc je pense que voilà. Ça va aller. Bien. Lorsqu'on essaie de lire, on essaie de se plonger dans la réflexion, on a comme l'impression que le vocabulaire de la paix, donc, qui est bien fourni, est un mélange de mots positifs et négatifs. Mais quand on essaie d'étudier le vocabulaire de la guerre, il est exclusivement formé de mots négatifs. Est-ce qu'il y a une explication à cela? La structure commence par le premier chapitre, la paix, et finit par un poème sur la paix. C'est que je suis un homme de paix, ou bien je veux être pleinement un homme de paix. Donc, partout à la guerre, quand on esprit en parole ou en acte, j'essaie de tirer à boulet rouge dessus. Et en tant qu'artiste, j'ai compris aussi que les gens ont utilisé beaucoup les artistes pour réussir et gagner leur guerre. Donc, à un moment, avec la peinture, avant d'arriver à l'écriture, dans la peinture même, je dis qu'il faut que l'art, ou plutôt les arts, puissent aller désormais en guerre contre les guerres. Vous voyez, les banderoles que les gens utilisent pour manifester avant de s'affronter, hein, les chars, les avions de guerre, tous, c'est les artistes qui conçoivent donc ces instruments. Et ensuite, les politiques et les guerriers, si vous voulez, utilisent ça pour réussir leur guerre. Donc on nous a assez utilisé. Donc j'utilise les mots durs contre la guerre, c'est une sorte de homéopathie. Hein. Utiliser c'est-à-dire guérir le mal par le mal. Comme la guerre est violente, il faut aussi violenter la guerre. Des mots violents. Voilà. Pour la décrire. Enfin, c'est ce que j'ai pensé. Alors, à la page 18, par exemple, on découvre deux images d'armes à feu. L'une portant le nom Kalachnikov et l'autre M, le verbe aimer, M16. Voilà, c'est ça. Ces images portent encore votre signature. Que signifie tout cela? Oui, justement, M16, c'est une arme d'assaut américain qui tire plusieurs balles à la minute. Et quand les Américains avaient cette arme, alors qu'en face il y a les Russes, qui sont leurs ennemis directs à l'époque de la guerre froide, donc l'ingénieur Alexandre Kalachnikov aussi, il a dit non, il va fabriquer aussi une arme d'assaut qui doit aussi tirer plusieurs balles aussi, comme le M16 américain. Donc c'est des deux armes concurrentes. Et en fin de compte, que la guerre froide évolue et jusqu'à aujourd'hui, Kalachnikov et le M16 ont fait beaucoup de victimes dans le monde. Et moi, je ne suis pas une puissance. Même eux-mêmes, en tant que deux puissances, personne n'a utilisé ces armes pour se détruire l'un ou l'autre. Mais moi, en tant qu'artiste, comme j'ai dit, mon art doit aller en guerre contre la guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il fallait faire, donc, il faut rendre ces armes-là inoffensives en les transformant comme des pièces d'orfèvrerie simples, comme des jouets. C'est pourquoi j'ai mis les cœurs qui tirent vers le bas, des coris, des cœurs,
il n'y a pas de canon. Vous voyez même dans les chercheurs même, c'est toujours des pièces d'art. Donc je voudrais rendre inoffensif ces armes. C'est une manière encore pour moi de lutter contre la guerre. N'est-ce pas? Donc c'est comme ça, Kalachnikov, c'est AK-47, c'est-à-dire Alexandre Kalachnikov, et c'est fabriqué en 1947. Et Kalachnikov, comme j'ai fini aussi la transformation en 2007, j'ai dit Kalachnikov KL-07. C'est-à-dire moi. Et M16, j'ai exposé cette arme-là pour la première fois au Musée national quand c'était encore proche d'ici. Et il y a un Américain, non, un Français, représentant du HCR. Il a dit, mais si je comprends bien l'esprit de la transformation de tes armes, tu veux que ces armes-là, que tu as transformées, puissent être utilisées pour pour la paix, à travers l'amour. J'ai dit oui. Il dit, mais dans ce cas, au lieu de mettre, avant j'ai mis piste M16, il a dit, dans ce cas, il faut enlever le piste là et transformer l'initiale M là, tu mets le verbe aimer à la place. Et j'ai trouvé que c'est fantastique. Vous faites un peu un clin d'œil au franc CFA, qui est d'actualité d'ailleurs. Vous dites à la page 88, je cite, même si les francs CFA retenus à la Banque de France sont insignifiants par rapport à sa masse monétaire de grande puissance, le franc CFA est pour la France une sorte de cordon ombilical, un totem ou le saint des saints qui la lie avec ses ex-colonies d'Afrique, raison pour laquelle si les pays africains abandonnent le franc CFA, ce serait la réédition de la prise de la Bastille. Fin de citation. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, mais justement, vous voyez, si la France, souvent il y a certains Africains même que la France utilise pour défendre la position du franc CFA ou bien l'importance du franc CFA pour les Africains, utilisant les francs CFA. Et la France même fait des sorties pour dire que non, les 50% qu'ils retiennent dans leur banque centrale, ça ne crée même pas de problème dans l'économie africaine, des pays francophones d'Afrique. Mais pourtant, les Africains crient toujours. Il y a même des économistes, des érudits économistes aussi africains qui, mathématiquement, démontrent comment cette procédure nuit à l'économie des pays africains utilisant le franc CFA. Mais si la France n'a rien à voir avec le franc CFA, si ça ne l'avantage pas, mais la France n'a qu'à laisser tomber. Mais si la France s'accroche, ça montre que le franc CFA est encore une sorte de cordon ombilical qui relie, n'est-ce pas, ou bien que la France utilise pour tenir les pays africains par le nez. Vous voyez? Et si la France s'accroche comme ça, si par quelque manière que ce soit, nous les pays africains utilisant le franc CFA, nous parvenons à dissoudre le franc CFA, je pense que la France va dégringoler. Ça, j'ai dit en décembre 2000, bon, c'est une citation qui date depuis 2018, mais c'est la même chose que le vice-premier ministre, l'autre italien, l'a dit dernièrement, en janvier ici. Il dit qu'en ce moment, la France utilise la 5e ou en 5e position des grandes puissances, mais que si la France abandonne le franc CFA, la France va tomber à la 15e place. Et pourquoi j'ai dit dissoudre brutalement le franc CFA aujourd'hui, c'est comme la réédition de la prise de la Bastille. Et vous utilisez l'expression biblique, le saint des saints, qui était le second compartiment du sanctuaire. Le second compartiment le plus important, n'est-ce pas, du judaïsme. Donc le franc CFA est très important pour la France, mais ils sont en train de bluffer seulement. Parce que ceux qui sont derrière le franc CFA, ils ont d'énormes ressources minières, vous voyez, ressources naturelles ici. Okay. À la page 90, on essaie de voir ce que cela donne. La citation numéro 56, j'essaie donc de lire. C'est logique que le lac Tchad continue à se rétrécir car les soi-disant actions en sa faveur se jouent dans le désert. Des bureaux luxueux aux salaires mirobolants, de gros cylindrés rutilants, des salles huppées de conférences en passant par des déclarations et des promesses qui se concrétiseront peut-être quand il n'y aura plus aucune goutte d'eau dans le lit du lac. Bref, le lac Tchad est résumé au fond de la marmite non curée. Il ne fait pas partie de l'écosystème, mais au système politique compliqué et flou. Le monde à l'envers. Mais justement, c'est tellement compliqué. Oui, mais c'est parce que c'est une genre de compliqué
la vie du lac Tchad aussi. Passez seulement derrière CBLT ici, vous allez voir. Quand je parle des voitures rutilantes, mais c'est vrai. Même pour trouver le travail là-bas, ce n'est pas facile. Et des conférences, on écoute là, rencontre sur ceci, sur le lac Tchad. Il faut renflouer le lac Tchad à travers le fleuve Congo. C'est depuis des années qu'on écoute ça. Des experts, on forme les gens, des séminaires et tout. Mais rien. En COP 21, on a dit aussi qu'on va donner beaucoup d'argent pour le lac Tchad. Et quand les gens sont repartis pour le COP 24, il n'y a rien. Les gens n'ont même pas atteint la moitié de l'argent qu'ils ont promis pour restaurer le lac Tchad. C'est pourquoi je dis, mais tout ça, c'est comme si les gens sont en train de prêcher dans le désert. Et que leur problème, ce n'est pas vraiment restaurer le lac Tchad, mais ils sont en train de se raconter des choses juste pour bouffer, comme on le dit, ce mauvais verbe que je n'aime pas. Donc, ils font juste pour remplir eux-mêmes leur ventre, mais tout ce qu'ils font, ce n'est pas vraiment pour le lac Tchad. Okay. Voilà. Toute autre chose, en parlant de l'esclavage, vous utilisez les expressions suivantes que je vais lire. Il y a l'esclavage invisible, c'est les privations en tout genre à l'endroit des humains. L'esclavage doux, c'est quand dans un pays, il y a des nids de poules sur les routes, le manque d'eau, d'électricité, d'internet haut débit, manque de soins de santé, le dysfonctionnement du système éducatif, etc. etc. Quel est le sens de ces deux expressions? Esclavage invisible et esclavage doux. Voilà, vous voyez, Nelson Mandela a dit quoi? Que l'éducation est la première arme qu'on puisse utiliser pour sauver le monde. Mais vous voyez le système éducatif actuel. Tout le monde parle de baisse de niveau. Même nous autres, que les gens pensent qu'on parle bien français. Peut-être qu'on parle français à 45% ou quoi comme ça. On est juste prudent. Et les enfants, c'est difficile que les enfants écrivent et les enfants ne lisent. Tous ceux qui ont déverrouillé, c'est qu'on a verrouillé pour élever le niveau du système éducatif là. Ils le font exprès, juste pour qu'il y ait ce baisse de niveau, qu'on ne va pas trouver des gens qui réfléchissent, des gens qui peuvent apporter des solutions pour le bien-être et la liberté des gens. C'est comme ça qu'on a créé ces baisses de niveau là, exprès. Ça veut dire que ça profite à d'autres. Oui, ça profite à d'autres. Mais c'est pour nous permettre d'être pauvres et de continuer à tendre la main. C'est-à-dire on ne peut pas produire nous-mêmes. Donc on est dans la position des esclaves. Aujourd'hui, l'Internet. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand on parle des start-upers dans le monde, les gens font beaucoup de choses, des entreprises même sur Internet, pour trouver les moyens et être indépendants. Mais si dans un pays comme le nôtre, si l'Internet est cher ou qu'on coupe souvent, mais c'est une manière de nous rendre esclaves de manière douce. Regardez, si vous connaissez le rond-point Gazelle par exemple, oui. Pendant la saison de pluie, regardez la route qui quitte le rond-point Gazelle pour aller vers Ambata. C'est inondé à 200%. Pourtant, il y a des fonctionnaires qui travaillent pour faire entrer l'argent dans la caisse de l'État qui habitent derrière cette route-là. Mais imaginez avec moi, est-ce que les personnes physiques, humaines qui se trouvent derrière cette route, est-ce qu'ils sont dans la position des esclaves ou bien dans la position des personnes libres? Et pourquoi l'esclavage? Il y a de l'esclavage invisible, l'esclavage doux. Vous indexez aussi l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, et vous parlez en termes de dissolution même, c'est-à-dire vous souhaitez la dissolution de l'ONU et de transformer cette grande maison de New York là en une maison de culture. Oui, c'est ça. Parce que l'ONU a été créée pour apporter la paix. C'est ça l'objectif principal, c'est que l'ONU ne doit pas laisser le monde être surpris encore par les guerres telles que les deux grandes guerres qu'on a connues. Vous voyez. Mais l'ONU ne parvient pas à apporter la paix. 71 ans aujourd'hui, nous partons vers la 72e année. 71 ans l'ONU, et tous ceux qui sont là-bas, c'est des gens qui ont étudié. On va vous parler des panels de haut niveau sur la paix au Congo, par exemple. Et dans ces panels-là, les gens sont là, ils rient, ils boivent, ils mangent. Et après, la mission des Nations Unies au Congo n'apporte, les gens sont en train de se découper toujours. C'est un échec. C'est un échec. C'est pourquoi il dit, les chefs d'État, ils viennent là-bas pour prononcer des discours. Et après, vous ne voyez rien. Donc, et quand eux, ils veulent faire leur politique, ils invitent les artistes pour venir leur chanter les chansons de paix, de venir leur faire des dessins sur la paix et quoi qu'on soit. Donc, ils sont convaincus qu'au moins les artistes, c'est eux qui maîtrisent et qui traitent ce problème de paix. Donc,
Ce que moi je propose, après avoir observé tout cela, c'est que l'ONU, dans sa configuration actuelle, qui ne parvient pas à atteindre ses objectifs, doit être dissoute. Et là-bas, le siège là, devient une maison culturelle et artistique. Donc pendant l'Assemblée générale, les chefs d'État, ils viennent, ils s'installent sur les chaises et ils voient comment les artistes dansent pour aider les gens à avoir la paix, comment les artistes chantent pour apporter la paix dans le cœur des gens, comment les artistes font des dessins, n'est-ce pas, pour inciter les gens à vraiment avoir du bien-être, à guérir même des maladies et tout ça. Et maintenant, quand ils vont rentrer dans leur pays, ils utilisent, ou bien s'ils veulent encore, il faut venir encore ces artistes-là pour parler à leur population sur la paix. Paradoxalement, à la citation 28 à la page 81, vous êtes en faveur de l'union de l'Afrique. Vous dites, je cite, si certains pays africains sont friands du financement de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique, c'est justement parce que ceux-là sont unis. Oui. Qu'attendent les Africains de crier leur rage et de prendre en otage leurs dirigeants pour imposer l'unité de l'Afrique, Afrique pauvre de ses enfants? Oui, justement. C'est ceux qui dirigent les pays d'Afrique, hein, s'ils ne parviennent pas, par exemple, regarde la citation, la devise de notre pays, c'est unité, travail, progrès. Donc là où il y a l'unité, quoi qu'il en soit, il va y avoir progrès et développement. Et même ici, est-ce qu'il y a unité? Il n'y a pas unité dans notre pays. Pourtant, il y en a dans notre devise. Quel est le but de la devise? C'est pour cadrer ceux dont la devise s'adresse à eux. Hein. Et la France est partie, l'Europe d'abord, est partie de l'Union économique. Hein, Union économique. Et aujourd'hui, c'est devenu Union européenne. Et vous voyez, même l'euro, même, de temps en temps, est plus fort que le dollar. Et l'Amérique aussi est devenue une grande puissance parce que l'Amérique a fait la synthèse de la culture des différents peuples qui sont venus là-bas pour pouvoir s'unir. Hein, et c'est ce qui a fait que l'Amérique est devenue la puissance mondiale. C'est que l'unité est importante. Le Niger, à côté de nous, a aussi beaucoup développé parce que c'est un pays aussi fédéral, uni, n'est-ce pas? Donc, si nous les Africains, nous voulons aussi être forts, et Kwame Nkrumah l'a dit, que unis nous sommes forts, mais désunis nous sommes faibles. Et c'est ce que Tiken Jah Fakoly aussi a chanté. Hein? Quand nous serons unis, ça va faire mal. Parce que quand l'Afrique est unie, c'est que la France ne va pas traiter avec quelques pays africains. C'est l'Union européenne qui doit traiter directement avec l'Afrique. Mais aujourd'hui, l'Union européenne tente de traiter, l'Union européenne elle-même est en train de tenter de traiter avec les pays africains individuellement, tout comme les États-Unis. Mais si l'Afrique était unie, l'Afrique allait traiter avec les États-Unis en tant que puissance en face de lui, aussi bien que l'Europe en face de lui. Et nous, les Africains, est-ce qu'on se rend compte qu'ils sont devenus puissants, qu'ils ont les moyens, justement parce qu'ils sont unis? Est-ce qu'on se rend compte, nous les Africains? Si on se rend compte, on doit lutter pour être unis aussi, pour avoir les moyens, pour que les petits pays aussi viennent venir vers nous. Mais en tant qu'artiste, est-ce que vous pensez que véritablement l'Afrique peut s'unir? Bon, mais moi, comme vous l'avez dit au début, Association pour l'historiographie picturale des grandes figures afro, de faire donc le portrait des leaders africains là, pour les appeler effectivement à s'unir. Les gens nous ont dominés par la tête. Donc il faut aussi lancer des choses fortes du point de vue de l'esprit, de l'intelligence, pour parvenir aussi à remonter aussi la pente, quoi. Est-ce que vous pouvez nous proposer, serait-ce que la lecture d'une ou de deux citations, ou bien de votre poésie qui se trouve vers la fin? Ah d'accord. Bon, cette poésie-là aussi, je l'ai écrite en marge du festival Naïgos de Mundou. Alors en ce temps-là aussi, on a traité de beaucoup de problèmes sur la paix déjà. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut encore? C'est pourquoi il dit, si la paix est son contraire, si la paix est son contraire, et elle peut être le feu qui consumera toutes les armes qu'on utilise contre elle. Si la paix est son contraire, elle peut être l'acide sulfurique qui détruira toutes les matières utilisées contre elle. Si la paix est son contraire, elle peut être le marteau qui brisera les cœurs de pierre. Si la paix est son contraire, elle remplacera le clanisme, le tribalisme, la xénophobie, le racisme et l'exclusion par la fraternité. Si la paix est son contraire, elle fera comprendre aux religieux qu'ils ne sont pas que les hommes de Dieu, mais doivent être uniquement des hommes de paix en Dieu. Si la paix est son contraire, elle nous fera comprendre que Dieu est la paix parce qu'il est l'origine de la paix. Si la paix est violente, elle secouera la conscience des hommes à faire la promotion de sa culture. Si la paix est violente,
elle ne sera pas un objet de publicité et de gagne-pain pour les prétendus hommes de paix. Si la paix est violente, elle brisera l'hypocrisie dans le mortier de la sincérité. Si la paix se voit attribuer le droit de veto, comme à l'ONU, elle fera voter une résolution pour éclairer la caste des privilégiés à comprendre qu'elle appartient à la multitude. Mais que la paix réveille la responsabilité des hommes en sa faveur, que la paix ne reste pas qu'un idéal ni un bling-bling, que la paix soit reconquise, que la paix ne soit pas l'affaire des uns ni le refus des autres. Là, c'est un extrait. Alors, sur cette bonne note de paix, donc, que s'arrête notre émission d'aujourd'hui. Et pour le moment, où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage? À la librairie La Source, à la librairie aussi qui se trouve derrière l'hôpital Mère et Enfants, et aussi dans mon atelier de travail à l'entrée de la maison des médias du Tchad, et aussi à la maison d'édition sur boulevard Taïwan aussi, au prix de 5 000 francs. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre numéro d'aujourd'hui qui était consacré donc au recueil de citations de M. Dounia Atok Yangar qui est intitulé Fruits des méninges. Le livre est paru aux éditions donc SAO en 2018. Merci à vous surtout d'avoir su nous accompagner jusqu'au bout. À bientôt donc sur Téléchat.